Quand le Premier ministre fut admis à l'hôpital pour une simple fièvre, personne n'imaginait que la situation prendrait une tournure aussi étrange. Les médias parlaient d'un contrôle de routine, une précaution face à une infection virale banale. Mais derrière les murs blancs de l'hôpital, les médecins découvraient quelque chose d'inédit. Dans les premières heures, la température du Premier ministre monta en flèche. Les médicaments classiques échouèrent à la stabiliser. Sa respiration devint irrégulière, son regard plus fixe, et un frisson parcourut l'équipe médicale. Ce n'était pas la grippe, ce n'était même pas une infection connue. Les premiers examens révélèrent des résultats incohérents, un taux d'oxygène anormalement élevé, des battements cardiaques synchronisés avec des bruits étranges dans ses poumons. Le chef de service murmura que cela lui rappelait un phénomène médical rarissime, digne des archives les plus poussiéreuses de la médecine française. L'information fuit rapidement. Quelque chose cloche. La presse, flairant un scandale, comparait déjà cette affaire à des événements improbables, évoquant même l'accident spectaculaire de Johnny Hallyday, qui avait marqué tout un pays. Mais ici, il ne s'agissait pas d'une chute, il s'agissait d'un mystère biologique. Ce que l'équipe allait découvrir dans le corps du Premier ministre, aucun d'entre eux n'avait osé l'imaginer. Et ce qu'il allait dire à son réveil entrait à jamais ceux qui étaient présents ce jour-là. Le pays entier pensait qu'il s'agissait d'une simple hospitalisation préventive. Après tout, les hauts responsables politiques sont régulièrement soumis à des bilans de santé stricts. Mais cette fois-ci, quelque chose n'allait pas. Les médecins, pourtant habitués aux cas complexes, semblaient déconcertés dès les premières analyses. Le Premier ministre, réputé pour son énergie et sa résistance au stress, avait été admis pour une fièvre persistante. En quelques heures, son état se dégrada de manière inquiétante. Les traitements habituels restaient sans effet. Et bientôt, des signes étranges apparurent. Une variation inhabituelle de la couleur de sa peau, un rythme cardiaque oscillant comme s'il suivait un métronome invisible, et ces sons mystérieux enregistrés dans ses poumons. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est l'histoire complète de cette hospitalisation qui a choqué la France. Une énigme médicale qui a poussé les médecins au bord de leur connaissance et qui a fini par révéler un diagnostic si improbable qu'il rivalise avec les événements les plus insolites de l'histoire nationale. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires médicales les plus étranges et incroyables. Laissez un like si ce récit vous intrigue déjà et dites-moi en commentaire de quel pays et de quelle ville nous regardez-vous. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où nos histoires voyagent. Préparez-vous, car derrière ce cas médical se cache une vérité que ni la science, ni la politique, ni même le hasard n'avaient envisagée. Chapitre 1. L'arrivée. Il était un peu plus de 22 heures lorsque le cortège officiel arriva devant l'hôpital national Georges Pompidou. Les gyrophares bleus se reflétaient sur les façades vitrées et un silence tendu régnait dans le hall. Les agents de sécurité avaient été prévenus à la dernière minute. Le Premier ministre arrivait, escorté, pour une admission en urgence. Vêtu d'un manteau sombre, il descendit du véhicule en appuyant une main sur son front brûlant. Malgré la fièvre, il adressa un bref salut à l'équipe médicale venue l'accueillir.
Ses yeux, d'habitude vifs et perçants, semblaient voilés par une fatigue inhabituelle. À peine entré, il fut conduit dans une salle isolée. Les examens commencèrent immédiatement. Température à 40,3 degrés, tension instable, respiration saccadée. Pourtant, ses poumons semblaient parfaitement dégagés à l'auscultation. C'était comme si la fièvre venait d'ailleurs. Le médecin-chef, le professeur Delattre, fronça les sourcils en consultant les premiers résultats. Les globules blancs étaient élevés, mais pas de signe d'infection classique. Plus étrange encore, le taux d'oxygène dans le sang était supérieur à la normale. Un paradoxe médical qui laissa l'équipe perplexe. Pendant la prise de sang, un incident survint. Le Premier ministre tressaillit violemment, ses yeux roulant en arrière l'espace d'une seconde, puis il se ressaisit comme si de rien n'était. Juste un vertige, murmura-t-il. Mais Claire, l'infirmière présente, nota une couleur inhabituelle dans l'iris, une lueur dorée, fugace, mais réelle. Les mesures cardiaques révélèrent un autre mystère. Son rythme battait de manière régulière, mais entrecoupé de brèves accélérations parfaitement synchronisées, comme si son cœur suivait une pulsation extérieure. Un métronome invisible. L'équipe installa un monitoring complet, mais à intervalles irréguliers, des sons étranges se firent entendre dans le stéthoscope. Une sorte de vibration grave, profonde, venant de ses poumons. Pas de râle, pas de sifflement, juste une résonance qui ne correspondait à aucune pathologie connue. Le professeur Delattre ordonna un scanner thoracique d'urgence. En attendant, il demanda qu'aucune information ne filtre à la presse. Mais déjà, dans le hall, des journalistes flairaient l'odeur d'une affaire inhabituelle. Les comparaisons avec l'accident spectaculaire de Johnny Hallyday, bien que déplacées, commençaient à apparaître sur les réseaux sociaux. À 23h15, Pierre fut transféré dans la salle d'imagerie. Pendant que la machine balayait son corps, un technicien fronça les sourcils. Une zone brillante apparaissait à l'écran, nichée derrière le sternum, là où il ne devait rien y avoir. Une masse ? Demanda l'interne. Mais ce n'était ni une tumeur, ni un caillot. Cela pulsait au même rythme que son cœur. Lorsque le scan s'acheva, le Premier ministre ouvrit les yeux et fixa le professeur Delattre d'un regard troublant. « Vous ne comprendrez pas, » dit-il d'une voix basse. Puis il ferma les paupières et la fièvre monta encore. Chapitre 2. L'image impossible. Le professeur Delattre resta figé devant l'écran du scanner. La masse détectée ne ressemblait à aucune structure anatomique connue. Ce n'était pas une tumeur, ni un kyste, ni même une malformation. Elle semblait organisée. En zoomant, l'image révéla un réseau de fines fibres argentées qui pulsaient en parfaite synchronisation avec le cœur du Premier ministre. Chaque pulsation envoyait une onde lumineuse à travers ces fibres, comme si elle transportait un signal. Plus troublante encore, la masse n'était pas reliée au tissu par des vaisseaux sanguins classiques. Elle semblait littéralement suspendue, comme incrustée dans un espace où aucun organe ne devrait exister. Claire, qui assistait à l'examen, sentit un frisson glacé remonter sa nuque. On dirait, elle s'interrompit. Aucun terme médical ne convenait. Delattre, lui, murmura presque pour lui-même. C'est comme un second cœur, mais qui ne bat pas pour lui.
Soudain, l'écran du scanner se mit à clignoter. Les capteurs indiquèrent un pic d'activité à l'intérieur de la masse, accompagné d'un son grave et régulier qui résonna dans toute la salle. Ce n'était pas un bruit technique, c'était organique. Le Premier ministre, toujours allongé dans la machine, ouvrit brusquement les yeux. Ses pupilles s'étaient rétrécies à l'extrême, ne laissant qu'un anneau doré autour de l'iris. Il articula difficilement. « Vous ne devez pas toucher » avant de retomber dans une semi-conscience. Les données enregistrées par la machine montraient un phénomène encore plus alarmant. L'activité cérébrale du patient suivait le même rythme que la masse. C'était comme si deux entités synchronisaient leurs fonctions vitales. Delattre ordonna un transfert immédiat en soins intensifs. Mais à peine le brancard franchit le couloir, le Premier ministre fut pris de violentes convulsions. Ses bras et ses jambes se contractaient de façon saccadée, mais ses yeux restaient fixés sur un point invisible, comme s'il suivait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. En quelques minutes, sa température grimpa à 41,5 degrés. Des gouttes de sueur perlaient sur son front, mais elles avaient une teinte étrange, presque métallique, laissant des traces argentées sur l'oreiller. Claire, bouleversée, prit un échantillon pour analyse, le cœur battant à tout rompre. Ce soir-là, dans la salle stérile des soins intensifs, Delattre comprit qu'il ne faisait pas face à un simple diagnostic. Ce qu'ils avaient trouvé dans le corps du Premier ministre ne relevait ni de la médecine, ni même peut-être de ce monde. Chapitre 3. Le liquide argenté. Dans le laboratoire de l'hôpital, Claire observa le tube à essai contenant le liquide prélevé sur l'oreiller du Premier ministre. Sous la lumière, il brillait d'un éclat métallique hypnotisant. Ce n'était pas simplement de la sueur, sa texture était plus dense, presque huileuse. L'analyse commença immédiatement. Les premiers résultats stupéfièrent le technicien. Le liquide contenait des protéines humaines, mais aussi des structures inconnues, impossibles à classer. Certaines semblaient former des motifs géométriques parfaits, comme si elles avaient été construites intentionnellement. En grossissant l'échantillon au microscope électronique, ils virent des microfibres mouvantes, ondulant doucement, comme si elles réagissaient à la lumière. « C'est vivant », murmura Claire, incapable de détacher les yeux de l'écran. Plus étrange encore, lorsqu'une onde sonore de basse fréquence fut émise dans la salle, les fibres s'alignèrent, formant un motif circulaire, identique au symbole gravé sur la masse observée dans le scanner. Ce n'était pas une coïncidence. Pendant ce temps, dans sa chambre, le Premier ministre entra dans une phase de sommeil profond. Mais ses signes vitaux ne ressemblaient pas à ceux d'un patient ordinaire. Son rythme cardiaque et sa respiration s'ajustaient comme s'il suivait une cadence extérieure. Delattre vint trouver Claire au laboratoire. Elle lui montra les images. Son visage, d'ordinaire impassible, se crispa. « Nous ne pouvons pas garder ça ici », dit-il. Si la presse découvre, mais Claire l'interrompit, ce n'est pas la presse qui m'inquiète, c'est ce que ça essaie de faire à l'intérieur de lui. Car depuis quelques heures, de nouvelles anomalies apparaissaient. Des impulsions électriques étranges détectées par les électrodes, non seulement dans le cœur, mais dans tout le réseau nerveux. C'était comme si quelque chose utilisait le corps du Premier ministre comme une antenne.
En fin d'après-midi, alors que Claire vérifiait ses constantes, il ouvrit soudain les yeux et la saisit par le poignet avec une force inhumaine. Ses lèvres bougèrent lentement. Ce n'est pas une maladie, c'est un message. Puis il la relâcha, retombant contre l'oreiller. Claire recula, bouleversée. Dans son esprit, une pensée claire se forma. Cette chose n'était pas simplement vivante. Elle communiquait. Et elle se servait du Premier ministre comme d'un émetteur. Ce soir-là, seule dans le couloir sombre, elle sentit pour la première fois qu'il n'était peut-être pas seul dans l'hôpital. Et que ce diagnostic, plus étrange que l'accident de Johnny Hallyday, venait à peine de commencer à révéler son véritable visage. Chapitre 4. L'influence. Dès le lendemain, les changements devinrent évidents. Le Premier ministre, toujours alité, ouvrait les yeux de plus en plus souvent, mais ce n'était pas pour parler. Il fixait un point invisible au plafond, comme s'il observait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Les médecins remarquèrent une étrange synchronisation. Chaque fois que la masse dans sa poitrine émettait une impulsion, les lumières de la chambre vacillaient. Parfois, les moniteurs affichaient des caractères illisibles, comme des symboles, avant de revenir à la normale. Claire passa plus de temps à son chevet, espérant capter un moment de lucidité. Un après-midi, il tourna lentement la tête vers elle et murmura « Écoute ». Elle crut d'abord qu'il parlait du silence, mais alors elle perçut un son très bas, presque imperceptible, un battement grave, comme un tambour lointain. Ce son n'était pas produit par les machines, il venait de lui. En plaçant un stéthoscope sur son thorax, Claire sentit la vibration parcourir ses mains, comme si une onde la traversait. Et, étrangement, son cœur accéléra à l'unisson. Dans les jours suivants, d'autres phénomènes étranges se produisirent. Une infirmière s'évanouit après être restée trop longtemps dans la chambre. Un interne raconta avoir vu son propre reflet se déformer dans la vitre de surveillance, prenant les traits du Premier ministre, mais avec des yeux entièrement dorés. Plus troublant encore, plusieurs patients du même étage commencèrent à présenter des symptômes similaires, fièvre légère, rêves étranges, sensation de pulsation dans l'air. Comme si l'influence de la masse ne se limitait plus à un seul corps. Delattre tenta de faire isoler la chambre avec un blindage électromagnétique, mais le phénomène continua. Claire commençait à penser que ce n'était pas de l'électricité, mais quelque chose de plus ancien, plus primaire, qui se propageait d'une manière qu'aucune science ne pouvait mesurer. Une nuit, alors qu'elle surveillait ses constantes, le Premier ministre lui saisit la main. Ses yeux, cette fois, étaient entièrement cerclés de cette lumière dorée. « Il faut ouvrir », dit-il dans un souffle. « Ils attendent. » Puis il relâcha sa prise, comme si de rien n'était. Le lendemain, le rythme de la masse changea. Au lieu de battre avec son cœur, elle battait contre. Deux cadences distinctes en duel permanent. Les machines ne parvenaient plus à interpréter les données, affichant des lignes erratiques et des alertes continues. Claire comprit que la chose n'était plus passive. Elle cherchait à prendre le contrôle total, et si elle réussissait, ce ne serait pas seulement le Premier ministre qui serait perdu. Chapitre 5. Le secret d'État. 3 jours après l'apparition des premiers phénomènes étranges, l'hôpital fut placé sous haute surveillance. Des agents en costume sombre, sans un signe visible, prirent le contrôle des accès au bâtiment. Les visiteurs furent interdits. Les communications restreintes. Le nom du Premier ministre disparut soudain des registres officiels. Officiellement, il était en repos pour raison de santé. Officieusement,
Seuls quelques médecins et infirmières, dont Claire, connaissèrent la vérité. Il n'était plus seulement malade, il changeait. Dans la chambre, l'air semblait plus lourd. L'odeur métallique qui se dégageait de sa peau était maintenant perceptible à plusieurs mètres. La masse dans sa poitrine pulsait plus fort, projetant de brèves vagues de chaleur à chaque battement. Les moniteurs, incapables de suivre, affichaient parfois des symboles incompréhensibles avant de s'éteindre brutalement. Les agents gouvernementaux exigeaient des rapports médicaux toutes les 6 heures. Tulle. Mais Delattre savait que ces rapports étaient inutilement falsifiés. Aucune note officielle ne mentionnait la lumière dorée dans ses yeux, les chuchotements qu'il émettait en dormant, ni les brèves périodes où son rythme cardiaque semblait doubler. Une nuit, Claire surprit une conversation entre 2 agents devant la salle stérile. « Ils veulent transférer l'hôte », dit l'un. L'hôte. Ce mot la glaça. L'autre répondit « Pas encore. La synchronisation n'est pas complète. » Au matin, le Premier ministre entra dans une phase critique. Sa température corporelle dépassa les 42 degrés Celsius, mais il ne transpirait plus. Sa peau brillait d'un éclat argenté, comme recouverte d'une fine pellicule métallique. À chaque inspiration, un son grave résonnait dans la pièce, faisant vibrer les vitres. Les infirmières commençaient à avoir peur. Certaines demandaient à être réaffectées. Une d'elles, après un quart de nuit auprès de lui, eut une hémorragie nasale soudaine et perdit connaissance. Les examens montrèrent que ses constantes vitales avaient, pendant quelques minutes, suivi le même rythme que celui de la masse dans le corps du Premier ministre. Ce soir-là, alors que Claire lui ajustait un capteur, il ouvrit les yeux et dit, d'une voix étrangement calme, « Ce n'est pas une maladie, Claire, c'est un passage. » Puis il sourit, un sourire qui ne lui ressemblait pas, avant de fermer les yeux. Delattre, de plus en plus inquiet, tenta d'organiser une réunion avec le ministère de la Santé. Mais il fut intercepté par 2 agents qui lui rappelèrent sèchement que certains savoirs dépassent la médecine. Ce fut la dernière fois qu'il parla du cas en dehors des murs de l'hôpital. Dans le silence de la chambre, la masse émit une pulsation plus forte que toutes les précédentes. Les lumières s'éteignirent un instant et Claire jura voir, derrière les paupières closes du Premier ministre, un éclat doré si intense qu'il semblait vouloir brûler à travers la peau. Chapitre 6. L'ouverture. La nuit suivante, l'hôpital semblait plongé dans un silence artificiel. Les bruits habituels des machines, des pas dans les couloirs et des chariots avaient disparu. Même l'air semblait suspendu, comme si le bâtiment entier retenait son souffle. Dans la chambre stérile, la masse dans la poitrine du Premier ministre pulsait plus vite que jamais. Chaque battement projetait une onde de chaleur perceptible jusqu'à l'entrée de la pièce. Les vitres vibraient légèrement, et un bourdonnement grave envahissait les oreilles de quiconque restait plus de quelques minutes à l'intérieur. À 2h14, les capteurs cardiaques se synchronisèrent soudain avec la masse. Les 2 rythmes, jusque-là distincts, fusionnèrent en une pulsation unique, profonde et régulière. Sur les moniteurs, les courbes prenaient la forme de cercles concentriques comme un code visuel. Claire, seule en service à cette heure, sentit la température grimper brusquement. Une fine condensation argentée apparut sur les murs, dégageant cette odeur métallique désormais familière.
Puis elle vit, juste au-dessus de la poitrine du patient, l'air se distordre, comme s'il ondulait sous l'effet d'une chaleur invisible. En s'approchant, elle distingua dans cette distorsion une lueur dorée, pulsante, qui grandissait à chaque battement. Son instinct lui cria de reculer, mais elle resta figée, hypnotisée par la régularité presque hypnotique de la lumière. Soudain, des formes se dessinèrent dans cette brume lumineuse. Floues au début, elles devinrent plus nettes, de longues silhouettes fines, sans visage, qui semblaient observer la pièce depuis l'autre côté. Leurs mouvements étaient lents, mais chaque geste donnait l'impression d'une intention précise. L'une des silhouettes s'avança vers l'ouverture, sa forme se détachant légèrement du halo doré. Claire sentit une pression dans sa poitrine, comme si son propre cœur voulait battre au rythme de la masse. Une goutte froide de sueur glissa dans son dos. Les moniteurs se mirent à émettre des sons aigus et désordonnés. Les courbes devinrent chaotiques, comme si les systèmes tentaient de traduire une information qu'ils n'étaient pas conçus pour comprendre. L'électricité clignotait dans tout l'étage. Alors que la silhouette approchait encore, le Premier ministre ouvrit brusquement les yeux. Ils étaient entièrement dorés, lumineux, reflétant la même teinte que celle de l'ouverture. Il prononça un mot, ou peut-être un son, qui ne ressemblait à aucune langue connue. La silhouette s'arrêta, puis recula lentement dans la lumière. L'instant d'après, la distorsion disparut. La température chuta brusquement, et les machines revinrent à la normale. Mais Claire savait que ce n'était pas un échec pour ce qui se trouvait derrière. C'était une reconnaissance. Ils avaient vu. Ils avaient choisi. Chapitre 7. Le transfert. Le lendemain matin, l'hôpital fut envahi par des silhouettes en costume sombre. Pas de badge visible, pas de nom. Leur voix était basse, leurs gestes précis. Claire comprit immédiatement. Quelque chose s'était passé dans la nuit, et il savait. Elle surprit un échange rapide dans le couloir. « L'ouverture est confirmée », dit un agent. L'autre répondit « Alors, on n'a plus le choix. On le transfère ce soir. » Aucun doute possible, le désignait le Premier ministre. Dans la chambre, le patient semblait étrangement calme, presque détaché. Ses yeux ne brillaient plus d'or, mais Claire remarqua que ses pupilles étaient légèrement fendues, comme celles d'un reptile. Il la regarda et murmura « Ils veulent m'emmener là où la porte ne se fermera jamais ». De Lattre, lui aussi mis à l'écart des décisions, vint discrètement prévenir Claire. Ce transfert, ce n'est pas vers un hôpital. C'est un centre de confinement, et là-bas, nous ne saurons plus rien. Ses mains tremblaient en lui tendant un badge d'accès temporaire. C'est ce soir ou jamais, si tu veux agir. Claire hésitait. Elle n'était pas une espionne, pas une activiste. Mais l'idée que ça puisse se développer sans surveillance indépendante lui glaçait le sang. Et au fond, elle savait qu'elle était désormais impliquée, qu'elle le veuille ou non. En fin de journée, l'hôpital entra en alerte discrète. Des couloirs furent bouclés, les caméras réorientées, et un fourgon médical noir attendait déjà derrière l'entrée de service. Les ascenseurs étaient bloqués à l'étage du patient. Claire utilisa le badge donné par Delattre pour entrer dans la zone interdite. Le Premier ministre était déjà attaché à un brancard. Sous perfusion, 2 agents à ses côtés. Quand elle entra, ses yeux s'ouvrirent et un sourire presque imperceptible se dessina sur ses lèvres.
Tu ne pourras pas empêcher ce qui vient, dit-il doucement, assez bas pour que seuls eux deux entendent. Mais Claire, refusant de reculer, approcha et glissa discrètement dans sa main la médaille en argent qu'elle portait depuis toujours. Alors, au moins, garde un lien avec ici. L'un des agents lui ordonna de sortir. En reculant, elle croisa le regard du Premier ministre une dernière fois. Et dans ses yeux, brièvement, elle vit le reflet doré revenir, pulsant au rythme d'un battement lointain, comme celui qu'elle avait entendu la nuit de l'ouverture. Les portes se refermèrent et le fourgon quitta l'hôpital. Claire resta seule dans le couloir, le cœur battant, certaine d'une chose. Ce transfert n'était pas la fin. C'était le début d'une phase qu'aucun d'eux n'était prêt à affronter. Chapitre 8. L'incident. Le fourgon noir avançait dans la nuit, ses vitres teintées dissimulant entièrement l'intérieur. 2 agents armés étaient assis face au brancard, surveillant le Premier ministre qui semblait dormir profondément. Pourtant, son torse se soulevait de manière irrégulière, comme si sa respiration suivait un rythme extérieur. À l'avant, le conducteur et son copilote échangeaient peu de mots. La pluie battait fort, rendant la route glissante. À plusieurs reprises, le GPS perdit brièvement le signal, comme brouillé par une interférence invisible. 20 minutes après le départ, le Premier ministre ouvrit lentement les yeux. Les agents notèrent immédiatement le retour de la lueur dorée dans ses iris. « Il est réveillé », dit l'un d'eux dans son oreillette. Mais avant que l'ordre de sédation ne soit donné, un grondement sourd résonna dans le véhicule. Ce n'était pas un bruit mécanique. C'était plus profond, presque organique, comme un battement venant des parois mêmes du fourgon. Les lumières intérieures clignotèrent, puis une condensation argentée commença à se former sur le métal. Les agents se levèrent, nerveux. L'un d'eux toucha la paroi et retira sa main brusquement, comme brûlée. Un symbole circulaire, identique à ceux observés sur la masse dans le corps du Premier ministre, s'imprima un instant dans la buée avant de disparaître. Le patient, toujours attaché, commença à parler dans cette langue inconnue que Claire avait déjà entendue évoquer par de l'âtre. Sa voix était grave, résonnante, comme amplifiée par quelque chose en lui. Les battements dans les parois s'accélérèrent. Soudain, tous les appareils du fourgon, moniteurs, radio, GPS, s'éteignirent simultanément. Le véhicule continua de rouler dans un silence presque total, à l'exception de ce pouls régulier et oppressant. Le copilote se tourna vers le conducteur, prêt à demander ce qui se passait, mais ses mots se figèrent. Son reflet dans le pare-brise n'était pas le sien. Les yeux dorés le fixaient, un sourire étranger sur son propre visage. Quelques secondes plus tard, le fourgon s'immobilisa brusquement au milieu de la route. Aucune panne apparente. Les agents ouvrirent les portes arrière pour tenter de sortir. Mais une chaleur intense les repoussa, comme si l'air à l'extérieur était devenu solide. Dans cet espace clos et étouffant, la lueur dorée se mit à emplir tout l'habitacle. Les agents comprirent trop tard. Ce transfert n'était pas un confinement, c'était une invitation. Chapitre 9. Ce qui est revenu. Il était 4h37 quand le téléphone de Claire sonna, la tirant d'un sommeil agité. La voix à l'autre bout était celle de Delattre, hachée par l'interférence. Incident, transfert, disparu. Puis la ligne se coupa net, ne laissant derrière elle qu'un bourdonnement grave dans l'oreille de Claire.
Elle se leva précipitamment, enfila un manteau et partit vers l'hôpital. À son arrivée, les couloirs étaient étrangement calmes. Les agents qui avaient pris le contrôle du bâtiment la veille n'étaient plus là. Et leur place, quelques policiers hagards semblaient ne pas savoir quoi faire. Delattre l'attendait dans la salle de repos du personnel. Son visage, habituellement impassible, trahissait une fatigue nerveuse. « Le fourgon n'est jamais arrivé au centre de confinement, dit-il. On l'a retrouvé abandonné sur une route de campagne, vide. » Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Les agents ?» demanda-t-elle. Delattre secoua la tête. Aucun signe d'eux. Pas de corps, pas de lutte. Comme si il s'était simplement dissous dans l'air. Sur la table, Delattre poussa vers elle une pochette en plastique. À l'intérieur, un petit objet métallique circulaire, gravé des mêmes symboles que ceux apparus sur les vitres du fourgon. « On l'a trouvé sur le siège où il était attaché, » dit-il. Claire prit l'objet dans ses mains. Au contact de sa peau, elle ressentit la même pulsation lente et profonde que celle qu'elle avait entendue dans la chambre du Premier ministre. Mais cette fois, la cadence semblait irrégulière, comme si quelque chose cherchait à s'ajuster à un nouvel hôte. Dans la matinée, une dépêche confidentielle circula entre certains ministères. Le Premier ministre a été retrouvé, mais aucun détail sur le lieu, ni sur son état. Seulement une phrase qui glaça Claire, transportée dans un lieu sûr pour observation. Le soir même, un message anonyme arriva sur son téléphone, une photo floue, prise dans ce qui semblait être un hangar désaffecté. On y voyait une silhouette assise, tête baissée, et deux yeux dorés brillants fixant directement l'objectif. Claire sut immédiatement que ce n'était plus vraiment lui. La posture, la tension dans ses mains, l'inflexion imperceptible de la lumière. Tout indiquait qu'autre chose avait pris sa place, et que cette chose savait exactement qui la regardait. En refermant son téléphone, elle comprit que l'histoire ne se terminerait pas par un confinement. Ceux qui étaient revenus n'étaient pas prisonniers. C'était déjà libre. Chapitre 10. La présentation. 3 jours plus tard, les chaînes d'information interrompirent leur programmation pour une annonce spéciale. Le Premier ministre prendra la parole ce soir, en direct, depuis l'hôtel Matignon. La nouvelle provoqua un mélange de soulagement et de curiosité dans le pays. Mais pour Claire, ce fut un choc glacé. Elle se rendit immédiatement chez Delattre. Ils s'assirent devant un écran, attendant l'apparition. « S'il parle, ce ne sera pas lui, dit-elle. » Delattre acquiesça, le visage fermé. « Mais alors, qui ou quoi s'adressera à des millions de Français ?» À 20 heures précises, l'image apparut. Le Premier ministre, debout derrière un pupitre, costume impeccable, regard droit vers la caméra. Sa voix, claire et posée, salua la nation. Rien, à première vue, ne semblait anormal, sauf pour ceux qui savaient. Claire observa attentivement. Chaque pause dans son discours semblait calculée aux millisecondes. À certains moments, ses yeux captaient la lumière d'une manière étrange, faisant apparaître fugitivement cette lueur dorée. Mais il parlait de réforme, d'avenir, de stabilité, des mots choisis pour apaiser. Soudain, un léger bourdonnement se fit entendre dans le fond audio, presque imperceptible. Delattre monta le volume, et tous deux reconnurent immédiatement ce rythme profond, ce battement régulier qui n'appartenait pas à un être humain. Sur les réseaux sociaux, des spectateurs commencèrent à signaler des sensations étranges pendant le discours. Vertige, maux de tête, palpitations. Certains affirmèrent même avoir fait un rêve étrange cette nuit-là,
où de hautes silhouettes les observaient à travers une lumière dorée. Claire sentit la panique monter. Ce n'était plus seulement une présence confinée. L'entité utilisait la diffusion télévisée comme un canal, un vecteur. Elle ne parlait pas seulement aux oreilles des gens, mais à quelque chose de plus profond, plus ancien, niché en eux. Le discours dura exactement 17 minutes et 37 secondes. À la fin, le Premier ministre sourit, un sourire trop large, trop figé. Puis, il conclut par une phrase qui n'était pas sur ses notes. « Nous sommes désormais liés, pour toujours. » L'écran redevint noir, et Claire comprit que la porte dont il avait parlé s'était déjà ouverte, non pas dans une pièce isolée, mais dans l'esprit de chaque spectateur qui avait écouté. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle remarqua pour la première fois un faible éclat doré dans son propre reflet, juste au coin de ses yeux, et elle sut, avec une certitude glaciale, qu'il était déjà trop tard. Personne ne sut jamais exactement ce qui s'était passé pendant ces jours d'hospitalisation, ni ce qui avait réellement été transféré dans ce fourgon noir. Les rapports officiels parlèrent d'un incident logistique, puis enterrèrent l'affaire sous des couches de silence politique. Mais pour ceux qui avaient vu ou ressenti la vérité, le monde ne serait plus jamais le même. Les rêves commencèrent à se multiplier. Des témoignages isolés faisaient état de silhouettes dorées, immobiles, observant depuis une distance indéfinissable. Les médecins parlèrent de troubles du sommeil collectif, les psychologues d'hallucinations partagées. Mais Claire savait que ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était une présence, une porte qui ne se refermerait plus, et quelque part, derrière chaque reflet, dans chaque silence, dans chaque battement de cœur un peu trop fort, ils attendaient patientement, car ils n'avaient pas besoin de forcer l'entrée. Ils étaient déjà là.